Bonsoir, bienvenue au Point. Nous commençons évidemment l'émission par une tragédie qui nous touche tous, le drame de la secte du Temple du Soleil, qui nous montre une fois de plus que le phénomène des sectes est loin d'être marginal. Le seul fait qu'on retrouve parmi les victimes, un maire, une journaliste ou un haut fonctionnaire, nous montre à quel point ce phénomène peut affecter tout le monde. Alors ce soir, plutôt que de spéculer sur les événements, je vous présente le témoignage de quelqu'un qui a suivi pendant 2 ans le fameux Luc Jouret. Le témoignage donc d'un ethnologue suisse spécialiste des sectes que j'ai rejoint à Berne. Jean-François Maillet, comment vous réagissez, vous, étant donné que vous connaissez cet univers-là, comment vous réagissez aux événements d'aujourd'hui? J'avais rencontré le mouvement qui gravite autour du docteur Luc Jouret à la fin des années 80. Et j'avais eu l'occasion à ce moment-là d'assister à un certain nombre d'exposés, de rencontrer aussi de façon privée le docteur Jouret, de discuter de façon assez longue avec des adeptes. Alors évidemment, il y avait dans ce mouvement une dimension apocalyptique assez affirmée dans certains exposés du docteur Jouret. Dans certains exposés, la dimension apocalyptique prenait un côté même assez dramatique. Mais évidemment, de là à imaginer qu'on en arrive à un suicide collectif ou partiellement une exécution, il y a encore des incertitudes à ce sujet, c'était évidemment très peu imaginable dans la mesure où vous savez qu'il y a des dizaines, des centaines de groupes qui cultivent des thèmes apocalyptiques et millénaristes et la plupart, Dieu merci, ne se suicident pas. Vous parlez donc toujours de dimension apocalyptique. À l'époque où il avait formé, je pense qu'on appelait les clubs Arcadia, vous parliez à l'époque dans vos articles d'hommes de compétences complémentaires qu'on regroupait dans ces clubs-là et qui étaient conscients de la dégradation du monde. Donc, il y avait cette notion d'un monde qui se dégradait et qu'on pouvait se sauver en se sauvant nous-mêmes, non? C'était pas un peu ça? Oui, tout à fait. C'est absolument cette dimension-là, mais qui caractérise évidemment un grand nombre de groupes de ce type. Ce qui me paraît plus intéressant, c'était de voir qu'il s'agissait d'une part de mouvements à plusieurs structures. Il y avait d'une part des gens qui venaient simplement à des conférences. Il y avait ensuite des gens qui s'engageaient dans des clubs Arcadia, mais les clubs Arcadia n'avaient rien de très ésotérique. Il s'agissait d'activités, par exemple, autour de la nutrition saine dans une ville, du théâtre dans une autre, un jardin biologique dans une autre localité, etc. Et puis enfin, des gens qui avaient, disons, peut-être fait leurs preuves au sein des clubs Arcadia étaient, pour certains, recrutés pour devenir membres de l'organisation internationale chevaleresque Tradition solaire. Et ça, c'est un des aspects du mouvement. Mais un autre aspect peut-être important, c'est que ces gens se retrouvaient dans un mouvement auquel ils consacraient souvent beaucoup de temps, ceux qui réellement s'engageaient pleinement, et un mouvement qui avait des ambitions. J'ai été très frappé, j'ai retrouvé dans mes archives aujourd'hui la brochure de présentation de la structure internationale des clubs Arcadia, et par rapport aux effectifs très limités, quand j'enquêtais sur ce mouvement à la fin des années 80, il comprenait quelques centaines de membres, par rapport à ces effectifs très limités, la structure prévue dénotait l'ambition d'un mouvement international aux dimensions beaucoup plus importantes. Alors, vous parlez d'une organisation qui avait une structure internationale forte, malgré le peu de nombre de participants. Au Québec, on appelait cette branche-là l'Ordre du Temple du Soleil. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Absolument, et ça me dit quelque chose pour deux raisons. D'une part, parce que la fondation de l'Ordre international chevaleresque Tradition solaire par Luc Jouret s'inscrivait dans une succession de créations d'ordres templiers à prétention ésotérique depuis les années 50. Il y avait eu un ordre du Temple solaire fondé en 1952 en France et dont l'un des artisans a visiblement peut-être pas exercé une influence sur Luc Jouret s'en défendait, mais en tout cas avait droit à beaucoup d'admiration de la part de Luc Jouret. Et donc, il n'est pas exclu que cette expression d'ordre du Temple solaire ait par la suite été reprise par Luc Jouret, mais ça, je n'en sais rien. Ce qui est aussi possible, et c'est la deuxième raison pour laquelle l'utilisation de cette expression au Québec, notamment lors des affaires de l'année dernière, m'a intéressé, c'est que j'avais été frappé de voir que les organisations gravitant autour de Luc Jouret changeaient parfois de dénomination.
Au cours des années, aussi bien pour les activités externes qu'apparemment pour ses activités ésotériques, il avait utilisé plusieurs dénominations différentes, ce qui parfois peut-être avait rendu un peu confuse sa piste pour certains observateurs extérieurs. Alors pourquoi faisait-il ça? Pour détourner les soupçons? Parce qu'il y en a eu des soupçons, évidemment, même de la police. Il y a eu des soupçons surtout au Québec. En France, il y avait eu quelques soupçons, quelques critiques qui lui avaient été faites par des associations de vigilance à l'égard des sectes, mais on ne peut pas dire qu'en dehors de ça, il avait eu droit à l'impact médiatique qu'avait eu l'Ordre du Temple solaire l'an dernier. Il faut dire aussi une chose, pour comprendre la psychologie de Luc Jouret, lorsque j'avais discuté avec lui, je m'étais rendu compte que c'était un homme qui avait ou qui aimait se donner un certain profil de baroudeur. Il m'avait notamment affirmé qu'après ses études de médecine, il s'était engagé dans l'armée belge pour son service militaire chez les Paras et qu'il aurait participé à la fameuse opération sur Kolwezi dans les années 70. Et donc ce côté à la fois dynamique, baroudeur, mais également un côté d'initié, de personnes qui donnaient l'impression à ses auditeurs qu'ils savaient quelque chose, et pas seulement en médecine, mais dans des domaines d'une sagesse traditionnelle. Je crois que tous ces éléments-là faisaient la personnalité parfois très attrayante pour certains auditeurs, il faut bien le dire, de Luc Jouret. Au Québec, il y a beaucoup de gens, depuis qu'on parle de lui, qui l'ont décrit aussi comme un personnage qui avait abusé d'eux. D'ailleurs, beaucoup des membres de la secte au Québec étaient des gens très riches qui ont mis beaucoup d'argent dans ces entreprises agricoles, entre autres. Est-ce qu'il y a eu en Suisse cet aspect-là de lui? Est-ce que cet aspect-là est connu de lui? Ou ces questions-là sur le personnage Jouret? Et par certaines personnes qui avaient fréquenté le groupe, mais il n'a peut-être pas, une fois de plus, comme il y a eu peu d'enquêtes médiatiques sur lui, ou pratiquement pas, il n'est pas apparu, il est essentiellement apparu comme un conférencier. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'à la fin des années 80, le Québec était un pôle d'attraction pour les adeptes en Suisse. Ça m'avait beaucoup frappé de voir que les adeptes les plus engagés dans le mouvement en Suisse se rendaient volontiers pour travailler dans la ferme qu'avait installé le mouvement au Québec. Et j'avais eu le sentiment à cette époque-là, en entendant certains commentaires sur cette ferme au Québec, qu'elle était un peu conçue comme une arche de refuge pour des temps difficiles. Et je crois que c'était un des autres éléments qui dénotait le caractère apocalyptique du mouvement. En terminant, est-ce que vous pensez que ce personnage-là a pu inciter tous ces gens-là à commettre un suicide collectif? Écoutez, ce qu'il faut bien imaginer dans une affaire comme ça, c'est que le chef d'un mouvement de ce type n'est pas forcément un imbécile, je ne crois pas du tout que Luc Jouret le soit, ni un homme qui agit nécessairement de façon irrationnelle. Et c'est pourquoi, pour moi, à l'heure actuelle, c'est la grande énigme. Est-ce que Luc Jouret serait parmi les victimes? Ça, il n'est pas totalement exclu qu'il ait été parmi les victimes en Suisse, mais nous n'avons aucune indication à ce sujet. Et puis, l'autre problème qui se pose, c'est de savoir quel aurait été pour lui l'intérêt d'inciter ses fidèles à un suicide collectif. Il y a également d'autres questions qui se posent, parce que je me souviens que d'anciens membres avec lesquels j'avais discuté il y a quelques années m'avaient affirmé Luc Jouret, c'est l'homme qui est là pour le public, mais derrière lui, il y a des gens qui sont les personnes qui tirent les ficelles, qui réellement contrôlent le mouvement, mais ces gens-là, il est plus difficile de les définir, il est plus difficile de les décrire, de savoir réellement qui ils sont. Donc je crois qu'il y a encore pas mal de mystères à élucider autour de ce groupe. Alors, Jean-François Maillet, merci beaucoup de ce témoignage. Bonsoir.